nous écoutons bien volontiers Simon Icard, qui travaille au CNRS sur les questions religieuses et qui aujourd'hui intervient devant nous sur Don Guéranger et le jansénisme. Je l'en remercie. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors, on m'a dit que vous aviez déjà beaucoup parlé du jansénisme hier. Un virus récalcitrant m'a empêché d'être présent, donc je prends la discussion en cours de route. Voilà, et suite à quelques discussions, je vais compléter ma conclusion pour. Voilà, ça va être une question un peu compliquée. Juste une question préliminaire, de combien de temps je dispose? 30 minutes, d'accord, merveilleux. Mais bon, c'est promis, j'aurai faim, donc je couperai avant le repas. Voilà, donc au 19e siècle, le jansénisme est l'objet d'un double travail de mémoire. Alors d'abord, il est l'objet d'un travail de mémoire militant de la part des groupes jansénistes qui n'ont pas disparu avec la Révolution française, comme le laisse croire une historiographie contre-révolutionnaire. C'est l'idée qu'en gros, la Révolution ayant accompli le jansénisme a disparu. En réalité, il existe encore au 19e siècle et aussi au 20e et au 21e siècle des groupes jansénistes, canal historique, qui sont essentiellement clandestins. Enfin, au 19e, on parle encore, certains publient encore, et qui entretiennent une mémoire militante de la cause. En réalité, ils ont traversé la Révolution divisés sur le plan politique. Certains étaient monarchistes, d'autres contre la monarchie. Certains étaient pour la constitution civile du clergé, d'autres contre. Certains étaient pour le concordat, d'autres contre. Mais ils étaient tous unis par leur cause, qui symbolisée par le refus de la bulle Unigenitus. Alors, cette mémoire militante, elle est quand même résiduelle. Ça s'apparente un peu à des groupuscules trotskistes à l'intérieur de l'Église, mais elle se double dès le début du 19e siècle d'un travail de mémoire patrimonial et qui est extrêmement important. Euh, donc, ça s'intègre dans le cadre du travail de mémoire autour de l'âge classique. Dans les premières décennies du 19e siècle, deux écoles s'affrontent à propos de l'âge classique. Ceux qui pensent que l'âge classique, c'est le 17e et le 18e siècle ensemble, par exemple Madame de Staël, et ceux qui vont au contraire faire jouer le 17e siècle contre le 18e siècle et vice-versa. C'est cette deuxième école qui va l'emporter et qui va profondément marquer l'historiographie française. Souvenez-vous, nous, quand on étudiait, il y avait le grand siècle et le siècle des Lumières, éventuellement le siècle des Serres, le siècle de Louis XIV. C'est un diptyque qui fonctionne en opposition. Simplement, au XIXe siècle, ça a une fonction quasiment politique. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt favorable aux acquis de la Révolution, eh ben, vous allez faire jouer le XVIIIe contre le XVIIe. Si vous êtes au contraire plutôt contre-révolutionnaire, vous allez faire jouer le XVIIe contre le XVIIIe siècle. Et donc, la formation de ce diptyque, qui a profondément marqué les institutions politiques et culturelles françaises, va jouer un rôle important dans la mémoire du jansénisme. Le jansénisme, à cette époque-là, est encore extrêmement polarisé par la question révolutionnaire. Aussi bien du côté des libéraux, qui vont voir dans les jansénistes des précurseurs de l'avènement de la liberté, et aussi bien du côté des contre-révolutionnaires qui vont voir dans les jansénistes les auteurs intellectuels de la Révolution. Donc vous avez en même temps un mouvement très téléologique qui considère le jansénisme dans un temps long et avec un aboutissement qui serait la Révolution, et en même temps un mouvement qui va consister à opposer le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc il est pris dans une forme de tension. Et à cette tension se rajoute un élément important, c'est que dès le début du XIXe siècle, les jansénistes du XVIIe siècle sont parés d'une gloire littéraire très importante. Notamment, c'est la place considérable qu'occupent les provinciales dans la mémoire culturelle française. Et donc, en fait, progressivement, vous avez des auteurs jansénistes, Pascal, Racine, Nicole, Arnaud dans une moindre mesure, qui entrent dans le panthéon national. Or, les jansénistes du XVIIIe siècle, les convulsionnaires de Saint-Médard, les parlementaires, n'ont pas du tout de gloire littéraire à faire valoir. Et ça, c'est un élément qui va jouer en faveur de la division du jansénisme en deux, qui va être effective à partir de l'ouvrage de Sainte-Beuve, Le Port-Royal. Sainte-Beuve va non seulement distinguer le jansénisme du XVIIe siècle, qu'il part du nom glorieux de Port-Royal, du jansénisme du XVIIIe, mais il va les opposer dans une construction vraiment binaire. Et à partir de là, on a culturellement une séparation du jansénisme en deux. Voilà. Malgré la polarisation par la Révolution.
Alors, face à ce mouvement, l'historiographie catholique est en fait bien embêtée, parce que l'historiographie catholique doit maintenir, pour des raisons qui lui sont propres, le fait que le jansénisme est une hérésie, et une hérésie au long cours. C'est-à-dire il faut maintenir à la fois la continuité et lutter contre une déthéologisation du jansénisme, qui est assez claire, par exemple, sous la plume de Sainte-Beuve. C'est-à-dire qu'en fait, le jansénisme, le philo-jansénisme au XIXe siècle, c'est plus vraiment le philo-jansénisme qui pouvait s'opérer dans l'obscurité des sacristies. C'est dans les salons littéraires. On est fasciné par les jansénistes parce que ce sont des grandes plumes, parce que ils ont présenté des vertus, ils ont désobéi, etc. Mais on peut être philo-janséniste sans être absolument janséniste, voire sans être religieux du tout. Et donc il va falloir, pour l'historiographie catholique, maintenir l'idée d'une hérésie continue, et en même temps conserver une forme de théologisation du jansénisme. Et c'est donc dans ce contexte-là, alors ce mouvement, j'avance un peu, on va aller un peu au-delà de Don Guéranger, ce mouvement de séparation du jansénisme en deux, il va aboutir à ce phénomène assez étrange qui est l'Assomption républicaine de Port-Royal sous la Troisième République, avec des éléments totalement incroyables. L'une des premières décisions de Jules Ferry quand il arrive au ministère de l'Instruction publique est de mettre au baccalauréat 3 des provinciales avec des commentaires anticléricaux de Paul Bert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les républicains assument la figure de Port-Royal comme opposition à la monarchie, mais également comme opposition aux jésuites. Et donc ici, on est en pleine guerre scolaire. Et donc, mais ça, paradoxalement, la Troisième République, qui se diffie de la Révolution, ne retient que Port-Royal et ne retient pas les encombrants jansénistes du XVIIIe siècle. Voilà. Et donc ça, c'est un mouvement qui va courir quasiment jusqu'en 1969. Souvenez-vous, le billet de 500 francs que brûlait un certain chanteur, le Pascal, 69, c'est la Ve République. Derrière Pascal, qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur une face la tour Saint-Jacques, le Saint-Jacques de la Boucherie, là où il a donc c'est le Pascal qui fait l'expérience sur le vide, c'est le Pascal scientifique. Mais si vous retournez le billet, vous voyez derrière le colombier de Port-Royal, c'est en fait le Pascal des provinciales. C'est en fait cette Assomption républicaine, elle a joué un rôle absolument considérable jusque quasiment aux années 70, et à partir de ce moment-là, ça sort en fait du bagage culturel républicain. Voilà. Donc j'y reviendrai sur cette question de la séparation, mais revenons maintenant à l'époque de Don Guéranger. Don Guéranger et donc fait partie de cette historiographie qui est obligée de maintenir une sorte de continuité du jansénisme et une continuité de nature théologique. Alors, à ce problème-là, qui est un problème, je dirais, de discours de l'historiographie catholique à destination de l'extérieur, se double de débats internes. Parce que le jansénisme sert de figure de repoussoir absolu, notamment pour tous les catholiques ultramontains. Alors, l'une des raisons de ça, enfin, ou d'un signe de ça, c'est le statut, par exemple, que prendra la bulle Auctorem Fidei, donc bulle qui est fulminée en 1794 par Pie VI contre le synode janséniste de Pistoia. Donc, c'est la dernière condamnation magistérielle du jansénisme et qui va progressivement, par un basculement, servir de matrice au discours catholique intransigeant pour dénoncer les erreurs modernes. Ça, c'est Philippe Boutry qui a vu cette intuition, on a fait un colloque à la suite de ça. C'est tout à fait étonnant. Ce texte anti-janséniste va devenir une matrice du discours intransigeant contre les erreurs modernes. Et donc on voit qu'en fait le jansénisme est aussi à l'intérieur de l'Église catholique, en tout cas en France, une pomme de discorde, une manière de se situer notamment entre ultramontains et gallicans. C'est dans ce contexte-là que, me semble-t-il, que Don Guéranger écrit contre le jansénisme. Alors, j'ai retenu deux endroits qui me paraissent importants, les institutions liturgiques et la controverse avec le chanoine Bernier. Mais je ne doute pas, vu la quantité astronomique de textes qu'a écrit Don Guéranger, que dans sa correspondance et ailleurs, il y ait d'autres choses sur le jansénisme. En tout cas, il me semble qu'on a, avec ces deux moments, les institutions liturgiques et la controverse avec Bernier, de quoi voir
de- quelle était la définition, la conception que Don Guéranger se faisait du jansénisme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que chronologiquement, ça correspond très exactement au début et à la fin de la parution du Port-Royal de Sainte-Beuve, 1840, c'est 1840-1859, les institutions liturgiques 1840-1841, et la controverse avec Bernier 1858-1859. Donc, on voit un état finalement de l'historiographie catholique au moment où paraît le monument central qui est le Port-Royal de Sainte-Beuve. Alors, je vais donc essayer de montrer quelle est la conception dont Guéranger se faisait du jansénisme, l'usage qu'il en faisait, peut-être apporter des éléments un peu critiques. Mais je voudrais juste commencer par un point important, c'est que pour Don Guéranger, le jansénisme, ça n'est pas une hérésie rampante qui continuerait à agir. Pour lui, il écrit explicitement dans les institutions liturgiques, aujourd'hui le jansénisme est mort. Il n'a pas la crainte de la persistance de groupuscules jansénistes, alors même qu'à l'époque, par exemple, il était hors de question d'être ordonné sans signer les condamnations de la bulle unigenitus, la bulle cum occasione, etc. Pour lui, c'est une affaire entendue. Le jansénisme est devenu quasiment résiduel, il n'existe plus. C'est en tant qu'objet historique, c'est comme objet historique qu'il a une actualité. Voilà. Alors, je commence par les institutions liturgiques. Don Guéranger parle du jansénisme principalement dans les tomes 2 et 3, c'est-à-dire au moment où il parle du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Et sa vision de l'histoire de la liturgie chrétienne au XVIIe et au XVIIIe siècle est l'histoire d'une vaste déviation liturgique. C'est la modification du rite romain. Et quelle est l'origine de ça? Le jansénisme. Le jansénisme est le fauteur, celui qui a introduit des modifications dans le rite romain. En réalité, dans les institutions liturgiques, il y a une construction en fait tout à fait nette. Don Guéranger veut montrer qu'il existe une hérésie antiliturgique, et pour montrer la manifestation de cette hérésie antiliturgique dans les 2 siècles qui précèdent le sien, il montre que cette hérésie a pour origine une hérésie clairement condamnée, le jansénisme. Voilà. Donc c'est une construction absolument sans nuance. La liturgie a été pour lui un lieu stratégique choisi par les jansénistes pour continuer leur combat malgré les condamnations romaines. En gros, les jansénistes ont perdu la partie du fait de l'alliance du Saint-Siège, enfin du rôle du Saint-Siège et des évêques français. Les condamnations sont là, et donc les jansénistes ont déplacé le combat sur le champ de la liturgie. C'est l'idée qu'en gros, en modifiant la liturgie, ils allaient finir par pouvoir faire passer leur idée et la vaste destruction en fait de l'Église qui est leur objectif selon Guéranger. Et en ce sens, pour lui, le jansénisme, c'est l'exact prolongement du protestantisme. Il retrouve des éléments communs, contestation de la tradition, contestation du culte marial et refus des prières non bibliques. Il critique le fait qu'on refuse dans la liturgie des prières qui ne seraient pas issues des textes de l'Écriture sainte. Et pour lui, c'est l'exacte correspondance, ça correspond parfaitement avec l'idée protestante de la sola scriptura, c'est-à-dire en gros, on évacue totalement la tradition, on conserve la Bible seule, traduite en français, et donc qui est juge de la traduction? Les traducteurs, c'est-à-dire les jansénistes. Donc en gros, le jansénisme, ça n'est rien d'autre que une forme de protestantisme qui a en fait utilisé la liturgie comme un lieu de stratégie pour réussir ce qu'il n'a pas réussi sur le plan dogmatique, puisqu'il a été condamné. Alors, c'est notamment le cas pour la question des traductions en langue vernaculaire, contre laquelle Don Guéranger est extrêmement hostile à cette traduction. En gros, la traduction en langue vernaculaire est un moyen pour faire passer des idées hérétiques et pour s'imposer. Je vous cite juste un passage où il montre assez bien ce qu'il estime être une stratégie. La secte antiliturgiste avait imaginé un moyen assez efficace si l'autorité des évêques orthodoxes n'en eût arrêté l'usage. Un moyen assez efficace, disons-nous, de porter les peuples à désirer l'emploi de la langue vulgaire dans les offices divins. Ce moyen était de ne plus observer le secret des mystères, mais d'introduire la récitation du canon à haute voix.
Ce faisant, peu grave aux yeux de gens légers et non accoutumés à voir l'importance de la liturgie, renfermait le germe d'une révolution tout entière. Si on lisait le canon à haute voix, le peuple demanderait qu'on le lût en français. Si la liturgie et l'écriture sainte se lisaient en langue vulgaire, le peuple deviendrait juge de l'enseignement de la foi sur les matières controversées. Si le peuple avait à prononcer entre Rome et Jansénius, les disciples de l'évêque d'Ypres comptaient bien agir en faveur de sa doctrine par leur influence, leur prédication et leur sophisme. Luther, Calvin et leurs premiers disciples n'avaient pas suivi une autre tactique, et l'on voit qu'elle leur avait grandement réussi sur les masses. Aussi, le Concile de Trente avait-il jugé à propos de prémunir les fidèles contre la séduction par un double anathème lancé à la fois contre les partisans de la langue vulgaire dans les offices divins et contre ceux de la récitation du canon à voix haute. Donc on voit ici que c'est un système parfaitement huilé. Le jansénisme est une forme de protestantisme et il utilise la même tactique que les protestants, c'est-à-dire mener le combat dans la liturgie en revenant au texte de l'écriture seule, accessible en langue vulgaire, de manière à se faire juge des vérités de la foi. Alors, évidemment, dans les institutions liturgiques, le discours sur le jansénisme est beaucoup plus vaste, mais on voit ici le nœud, en fait, le nœud du discours. Je me permets de revenir quelques instants sur les questions qui fâchent. Ces textes-là, les textes des institutions liturgiques sur le rôle des jansénistes dans la réforme liturgique, ont eu une postérité au XXe et au XXIe siècle, puisqu'ils servent de fondement théorique au discours traditionnaliste contre le Concile Vatican II et contre la réforme liturgique de 1969 du pape Paul VI. Alors, je pense que sur un plan purement historique, c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire la question de la continuité ou de la discontinuité entre les velléités jansénistes de réforme, notamment de réforme liturgique, et le Concile Vatican II. Et je me permets de vous renvoyer ici à un ouvrage d'un auteur américain, Sean Blanchard, qui a abordé la question frontalement en comparant le Concile de Pistoia, le Concile Vatican II, et lui, finalement, voit cette question à travers deux concepts de théologiens qui ont participé comme experts théologiens au Concile Vatican II. Congar, avec l'idée de vraie et fausse réforme. En gros, qu'est-ce qui fait que une velléité devient réformatrice ou ne le devient pas? Et puis le concept utilisé par Ratzinger de herméneutique de la réforme, discontinuité et continuité. C'est une possibilité. En tout cas, Blanchard a eu le mérite d'affronter la question qui historiquement est pas anodine, cette question qui est posée par les milieux traditionnalistes. Moi, j'ajouterais un élément, mais qui est un peu aussi critique vis-à-vis de la thèse de Blanchard, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui est janséniste dans cette affaire-là? Qu'est-ce qui est janséniste? En quoi est-ce que la question de la traduction, par exemple, des textes de la messe en langue vernaculaire est janséniste? Que ça a été porté par des jansénistes, oui. Mais là, je vais employer un concept marxiste, c'est la question des alliances objectives. On peut tout à fait être augustinien, contre la scolastique, contre les casuistes, etc., et ne pas être janséniste, et mener des combats avec les jansénistes. En réalité, je pense que le problème vient, et j'y reviendrai en conclusion, du fait qu'on a une définition du jansénisme qui est tellement large que finalement, on fait rentrer dedans un peu tout et n'importe quoi. Donc dans cet élément, il y a aussi cette question, en gros, est-ce que ce que Don Guéranger désigne comme janséniste, est-ce que ça relève véritablement du jansénisme ou d'autre chose? Alors je passe à la controverse avec Henri Bernier, qui a eu lieu donc en 1858-1859 dans la revue de l'Anjou et du Maine. Alors c'est un côté plaquette du conseil régional des Pays de la Loire, mais enfin c'est une revue tout à fait sérieuse, assez ecclésiastique. Henri Bernier oui, était chanoine, ancien vicaire du diocèse d'Angers. La mise à l'index de ses ouvrages, notamment un ouvrage écrit contre Don Guéranger, lui a valu son poste. Et surtout, c'était un polémiste gallican de première eau. Alors, il ne s'agissait pas du tout de la première controverse entre les deux hommes. Une première passe d'âme avait eu lieu en 1947, notamment autour de la formule vicaire de Pierre que Don Guéranger utilisait pour qualifier les évêques. Voilà, donc, donc,
Bernier, ça faisait partie des meilleurs ennemis de Don Guéranger. Il a dit de lui en matière de, enfin c'était son éloge funèbre, s'il y en avait eu 4 comme celui-là, le mouvement ultramontain n'aurait pas réussi. Bon, c'est mon meilleur ennemi. Alors l'origine de la controverse, c'est la publication dans cette revue d'une étude sur le jansénisme, qui était un texte ancien. En fait, la revue a demandé à Bernier, vous n'auriez pas un texte à nous fournir? Il a donné ça, il n'y avait aucune intention polémique. Et la revue comptait prendre ses distances par rapport à ce texte-là, mais Don Guéranger a dégainé plus vite et il leur a lancé un premier article. Bernier, pour reprendre les bonnes habitudes, lui répond, et Don Guéranger lui répond dans un double article, voilà, et Bernier écrit une réponse intermédiaire, et puis il dit non mais je me retire de la querelle, mais il fait quand même circuler ces articles sous forme d'une plaquette non mise à la vente, mais qui fait circuler de manière clandestine. Alors on ne l'a pas, mais je me suis dit après coup, il faudrait quand même que je vérifie auprès du bibliothécaire de Solesmes si ça se trouve l'exemplaire qui est arrivé entre les mains de Don Guéranger est encore chez vous dans un enfer gallican. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Guéranger dit je vais y répondre, mais j'ai d'autres soucis. Alors j'essaierai de trouver un 59, je vois à peu près de quoi il s'agissait. Et finalement, il répond pas parce que tout simplement Bernier meurt quelques mois après en 59. Bon, la polémique en fait est pas d'un intérêt, c'est pas très folichon. D'abord, faut dire une chose, c'est que Bernier et Guéranger sont d'accord sur le jansénisme. Pour eux, c'est une hérésie. Pour eux, c'est un prolongement du protestantisme. Ils sont tous les deux contre la distinction du fait et du droit. Et ils insistent tous les deux sur le fait que et les évêques de France et le Saint-Siège ont agi de concert. Alors Bernier dit le Saint-Siège a suivi les évêques de France, Guéranger dit l'inverse, mais enfin bon, peu importe. En fait, ils sont totalement d'accord. En fait, sur quoi porte la controverse? C'est sur la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire que Bernier dit la Compagnie de Jésus, dans cette affaire-là, a agi de manière intéressée pour essayer de placer ses billes et puis pour défendre le molinisme, donc leur doctrine de la grâce. Voilà. Et donc, c'est ça qui en fait gêne Don Guéranger. Et d'ailleurs, le titre de ces 3 articles, c'est Le jansénisme et la Compagnie de Jésus. C'est en fait une défense et illustration du rôle de la Compagnie de Jésus comme bras armé du Saint-Siège contre le jansénisme. Ils ont agi de manière absolument désintéressée. Et là, je pense que c'est totalement explicable par les liens de Don Guéranger avec les jansénistes. Et je crois, si j'ai quand même bien compris, avec les jésuites, pardon. Là, il a dû se retourner dans sa tombe. Et je pense aussi, enfin, il faudrait que je précise un peu l'affaire, mais de sa proximité quand même en matière de grâce avec les conceptions molinistes. Enfin, on voit qu'il est très très proche de Fénelon. Enfin, ça, peu importe. En fait, c'est un débat sur le rôle de la compagnie, avec en arrière-plan, tout simplement, ici, une lutte entre les ultramontains et les gallicans. Et puis, il y a 2 petites questions périphériques. Le statut qu'on accorde à Henri Arnaud, donc Henri Arnaud qui faisait partie de la famille des Arnaud, donc le cœur du réacteur janséniste français, qui était évêque d'Angers et qui, alors Bernier, en tant que vicaire général du diocèse d'Angers, veut valoriser cette, mais il dit, mais il y a quand même un problème dans l'affaire de la distinction du fait et du droit au moment de la signature de la paix de l'Église. En gros, il a magouillé et il n'a pas du tout respecté voilà. Et donc, il dit, malgré ça, ça reste une grande figure. Et donc, Guéranger dit non, c'est un janséniste, il faut le vouer aux gémonies. Le dernier point, c'est qu'au cours de leur discussion, inévitablement, ils se mettent à parler des 4 articles, de la déclaration des 4 articles de 1682, qui était l'espèce de fondement théorique du gallicanisme. Donc, Guéranger dit c'est un nuage passager entre le Saint-Siège et les évêques de France. Et Bernier dit non, ça renvoie profondément. Donc là, vous avez l'introduction de discussion en gros sur l'ancienneté des doctrines gallicanes. Bon, en réalité, cette controverse n'apporte pas grand-chose. Elle confirme le fait que la conception en fait que Don Guéranger se faisait du jansénisme. Alors quelle est-elle? En fait, c'est une conception qui est extrêmement proche de celle de Joseph de Maistre. En fait, c'est une conception totalement contre-révolutionnaire. D'abord, le jansénisme est une forme de protestantisme. C'est ce que disait exactement de Maistre. C'est ce que dit Don Guéranger. Le jansénisme, je le cite, le jansénisme a été le protestantisme de notre pays, le seul qui ait su se faire accepter. Voilà. Alors ça, c'est pour l'origine. Et ensuite, pour l'aboutissement, la fin, tout ça est polarisé par la Révolution. Et en fait, Don Guéranger partage avec Joseph de Maistre une conception en fait politique du jansénisme. Il suffit de lire. Toute hérésie renferme en germe une révolution. Qui ne le comprend pas ne comprend rien. Et il faut avoir lu bien innocemment les monuments de notre histoire pour n'y avoir pas découvert que le jansénisme, tout en prêchant la grâce victorieuse et le retour à l'ancienne discipline, fut dès l'abord un parti politique et qu'il continua de l'être sourdement jusqu'à la fin.
Alors, comme Joseph de Maistre, Don Guéranger concède très peu au génie littéraire de Pascal. Il passe son temps à dénigrer les provinciales. Et on voit ici que c'est vraiment la position très primitive au XIXe siècle de l'historiographie catholique. Alors, c'est un état, en fait, il représente un état de l'historiographie catholique avant la progressive intégration par cette historiographie de la séparation en deux dont j'ai parlé. Parce qu'en fait, même si le discours concernant une hérésie continue, le lien avec la Révolution, le lien avec le protestantisme va se continuer, les historiens catholiques fusés, puis ensuite ça va aller jusqu'au dictionnaire, on le voit très bien dans le dictionnaire de théologie catholique. Finalement, on continue à parler d'une hérésie continue, mais on va intégrer la distinction d'un janséniste du XVIIe siècle et d'un janséniste du XVIIIe siècle. Donc Guéranger représente un état antérieur à cette historiographie. Alors je voudrais, pour terminer, il me reste quelques minutes, oui, parce que pour clarifier un peu les questions, je voudrais aller un peu au-delà de Don Guéranger et vous continuer l'histoire de la construction du jansénisme. Si on se situe maintenant au XXe siècle, à partir des années 20, en fait plus précisément de 1923, qui est le 300e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, vous avez en fait une sorte de rencontre. La séparation du jansénisme en deux. Voilà. L'Assomption républicaine de Port-Royal, et donc finalement l'intégration d'un jansénisme littéraire paré de vertus laïques dans le champ culturel français, va rencontrer la progressive intégration du côté catholique, finalement de la séparation du jansénisme en deux. Et en 1923, anniversaire de Blaise Pascal, soudain des intellectuels catholiques se disent « Ouais, mais il faudrait peut-être quand même qu'on récupère nos billes. » Et il faudrait quand même que Blaise Pascal, on rappelle qu'il est catholique, etc. Et donc, vous avez à partir de ce moment-là un phénomène où finalement le discours républicain sur Port-Royal va de pair avec un discours d'intellectuels catholiques, finalement, qui vont voir d'un bon œil cette histoire de Port-Royal. Et c'est là un coup de génie d'Augustin Gazier, le dernier janséniste, alors lui qui appartenait vraiment à une famille, mais qui est le dernier historien, qui réussit à faire passer en 1922, à recycler dans le monde universitaire l'idée que le jansénisme n'est en réalité que l'augustinisme. C'est-à-dire ce qui était le cœur de la défense du jansénisme, nous ne sommes pas jansénistes, nous sommes augustiniens, va devenir en fait une grille de lecture universitaire, y compris chez les universitaires catholiques. Et tout ça aboutit aux années 50 à une sorte de consensus. Je vais reprendre l'image de Jean Orsibal, qui est la plus parce qu'elle permet de voir assez clair. Le jansénisme, c'est le couteau de Janot, disait-il. Vous changez la lame, c'est toujours le couteau de Janot. Vous changez le poignet, c'est toujours le couteau de Janot. C'est en fait, c'est un mot pour désigner des choses différentes. Et à partir de ce moment-là, l'université, en tout cas l'université française, s'est rendue incapable de penser l'unité du jansénisme. Parce que nous sommes tributaires des cadres qui ont été construits, des cadres historiographiques qui ont été construits au XIXe siècle. C'est pour ça que, par exemple, vous avez aujourd'hui l'un des derniers livres sur le jansénisme, l'histoire du jansénisme chez Fayard, de Dominique Cotteret, par exemple, elle défend l'idée qu'elle a toujours défendue, le jansénisme, c'est le jansénisme avec un S. Il y a des jansénismes. Et aujourd'hui, aucun universitaire n'arrive à vous dire ce que c'est. Alors ça, c'est très important pour nous parce que, en réalité, derrière le mot jansénisme, nous mettons tout et n'importe quoi. Le dolorisme du 19e siècle. On fait donc. Alors, comment on peut s'en sortir? La plupart des universitaires vous disent on ne s'en sortira pas. Il faut accepter que c'est un concept mou ou bien une réalité éclatée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une historiographie comme celle de Don Guéranger, elle est balayée par les travaux, justement. Je veux dire, le jansénisme n'est pas le protestantisme. Ça n'est pas vrai. Le jansénisme n'a pas disparu avec la Révolution et le jansénisme ne se confond pas, si ce n'est sur des combats communs, avec le gallicanisme, etc. Alors, je termine juste en disant que moi, je défends une autre vision du jansénisme. Il y a bien des fils conducteurs du jansénisme, de leurs origines jusqu'à leur dernière manifestation. Et pour cela, il faut accepter de se recentrer, c'est-à-dire se recentrer sur le cœur de l'affaire. D'abord, selon moi, le jansénisme est une doctrine théologique qui concerne la grâce. Voilà. C'est une interprétation d'Augustin, pour être plus précis, d'un passage d'Augustin dans le De Corruptione Gratia. Je résume à très gros traits. Pour Jansénius et tous ses disciples,
le rapport entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme est un rapport de domination. Il y a une volonté qui domine sur l'autre. Avant le péché originel, c'est la volonté de l'homme qui dominait la volonté de Dieu. La grâce était soumise au bon vouloir d'Adam, elle lui était donc due, et donc les mérites d'Adam étaient des mérites purement humains. Le péché originel inversant cela, désormais c'est la volonté divine qui domine sur la volonté humaine, et donc les mérites des saints sont des mérites purement de grâce. Cette question des mérites purement humains, purement de grâce, c'est à mon sens le cœur de la théologie janséniste. Et pour ça, il faut repartir de l'interprétation que Jansénus se donne d'Augustin, et non pas des condamnations, parce que les condamnations, elles condamnent des conséquences, des conclusions. On ne peut pas reconstituer une doctrine janséniste à partir des bulles. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, cette lecture, je considère que c'est une lecture erronée, parce qu'en réalité, chez Augustin, défendre l'idée qu'il n'y aurait de mérite soit purement humain, soit purement divin, c'est faux. Je peux vous donner des arguments théologiques et historiques pour le faire, mais en tout cas, on a là un fil conducteur qui va être ceux de tous les théologiens jansénistes. Ça veut dire que le jansénisme, ce n'est pas le fait d'être augustinien. C'est même pas le fait de défendre l'idée de prédestination, etc. C'est une lecture spécifique. Et se rajoute à ça, à mon avis, un élément essentiel, c'est que le jansénisme n'est pas seulement une théologie de la grâce, mais c'est une conception apocalyptique de la défense de la vérité dans l'Église. C'est fondé sur la doctrine de l'obscurcissement général des vérités de la foi. C'est relativement simple. Plus l'Église s'éloigne dans les premiers siècles de l'Église, le combat de la vérité et de l'erreur se faisait entre l'Église et les hérétiques, entre l'Église et les païens. Plus l'Église s'éloigne des premiers siècles et de la première venue du Christ, plus elle tend vers la seconde venue du Christ, plus le combat de la vérité et de l'erreur se fait à l'intérieur de l'Église. Et plus on s'approche de la fin des temps, plus les vérités de la foi sont obscurcies au cœur même de l'Église, hiérarchie comprise. Et plus on va s'approcher, plus le corps, c'est dans l'Église catholique qui a les clés de la vérité qu'il faut rester, mais à l'intérieur de l'Église catholique se constitue le corps de l'Antéchrist, qui est composé de tous les chrétiens apostats. Voilà. Et cette doctrine apocalyptique, qui à l'origine n'est pas millénariste, qui deviendra millénariste au XVIIIe, les jansénistes deviennent en fait millénaristes, c'est une ligne de conduite qui va, des origines, en fait, s'est forgée par Saint-Cyran et Jansénus, jusqu'à Augustin Gazier. C'est ce qui permet notamment de comprendre que les jansénistes ont toujours refusé les condamnations qui les touchaient, sans jamais vouloir rompre avec l'Église catholique, parce que c'est dans l'Église catholique que Dieu suscite des défenseurs dont le but est d'être des martyrs pour la vérité. Ils sont là pour souffrir pour la vérité, assurant une perpétuité de la foi, les derniers des Mohicans, jusqu'au retour du Christ, où là, ce sera la victoire finale. Voilà. Donc, je vous dis ça, d'abord pour faire un petit coup de publicité pour mes 2 livres publiés au CERF en 2023-24, où j'ai résumé ces 2 choses, mais surtout pour que, au cours des discussions qu'on aura peut-être, qu'on s'entende bien en fait sur quand on parle de jansénisme, ça peut pas être l'auberge espagnole. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi, ou alors vous allez vous retrouver avec des problèmes infinis. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, des moristes? Alors, ils le sont ou ils ne le sont pas. Qu'est-ce que vous allez faire de rancé, etc. etc. C'est un problème insoluble. Je pense qu'il faut en revenir à une définition réduite, ce qui n'empêche pas de penser ensuite des combats communs des jansénistes avec d'autres, des alliances objectives. Voilà, je vous remercie.